à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. C'était une décision attendue. Samir Mokbel a annoncé le report du départ à la retraite de Jean Kawaji. Le mandat du commandant en chef de l'armée expire demain et sera donc prorogé pour une durée illimitée. En Syrie, la diplomatie impuissante face au carnage. La Russie assure qu'elle poursuivra ses opérations militaires. L'ONU qualifie de crimes de guerre les frappes sur les 2 derniers hôpitaux de la ville. Accord historique à Alger. À la surprise générale, les pays de l'OPEP s'entendent pour limiter leur production. L'objectif est de soutenir les prix du pétrole en chute depuis 2014. On débute ce journal par une décision attendue, celle du ministre de la Défense, de retarder le départ à la retraite du commandant en chef de l'armée. Le mandat de Jean Kawaji expire demain. Samir Mokbel a souhaité un prolongement illimité de ses fonctions, même si, a-t-il précisé, le Conseil des ministres peut à tout moment se réunir pour lui nommer un successeur. Et puis le ministre a par ailleurs annoncé qu'il statuerait demain concernant la prorogation, cette fois-ci du chef d'état-major de l'armée, le général Walid Salman. Pour les femmes atteintes d'un cancer du sein, les chirurgies réparatrices seront désormais entièrement couvertes par le ministère de la Santé. Wael Aboufaour l'a annoncé aujourd'hui à l'occasion du lancement d'une campagne désignée à prévenir ce fléau. D'après le ministre, des progrès ont été faits à ce niveau, mais ce n'est pas suffisant. Au Liban, une femme sur 8 est susceptible de développer un cancer du sein, a rappelé Wael Aboufaour. Les États-Unis menacent de geler toute coopération avec Moscou. La Russie est sommée de mettre immédiatement fin au bombardement sur Alep, mais le Kremlin assure qu'il poursuivra son opération militaire. L'ONU, quant à elle, qualifie de crimes de guerre les frappes sur les 2 derniers hôpitaux de la ville, Alep. Nabia Marloufi. La puissance de l'explosion ne leur a laissé aucune chance. Lui a échappé au pire. Légèrement blessé, il tente à main nue de retrouver d'éventuels survivants. Les avions russes sont survolés Alep et ont commencé à larguer des missiles et des roquettes. Ils ont tué et blessé de nombreuses personnes. Beaucoup étaient venus acheter du pain à la boulangerie d'à côté. Ils n'ont pas été épargnés par les missiles et les bombes. Ce sont des martyrs. L'hôpital a été touché de plein fouet. Plus aucune réserve d'oxygène, plus de générateurs non plus. Les patients ont tous été transférés vers un autre établissement de la région. Si les avions responsables de ces raids n'ont pas encore été identifiés, pour Human Rights Watch, il ne fait aucun doute, c'est bien Moscou qui est responsable de ce nouveau drame. Depuis l'intervention des Russes en septembre 2015, ces attaques se sont multipliées, surtout en juillet et en août. En juillet, 43 hôpitaux ont été détruits, 43. C'est le chiffre le plus élevé depuis le début du conflit. Depuis la fin de la trêve la semaine dernière, les quartiers rebelles d'Alep sont bombardés sans relâche. Des quartiers où tentent encore de survivre quelques 250 000 personnes, selon les Nations Unies. De son côté, la France a annoncé qu'elle présenterait rapidement un projet de résolution. On écoute tout de suite le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault. C'est la brutalité des attaques menées ces derniers jours. C'est le pilonnage systématique d'Alep. Ce sont les ciblages d'hôpitaux, de convois humanitaires qui soulèvent l'écœurement et l'indignation internationale. Nous proposons la discussion d'une résolution pour en effet obtenir un cessez-le-feu à Alep. Et cette résolution placera chacun devant ses responsabilités. Ceux qui ne la voteront pas prendront le risque de porter la responsabilité de complicité de crimes de guerre. Mesdames et messieurs les députés. Le constat tragique de l'impasse de la diplomatie en Syrie contraste avec l'accord historique conclu à Alger à l'issue d'une rencontre de l'OPEP. Quand il est question de pétrole, les choses se passent mieux visiblement. À la surprise générale, les pays producteurs, Arabie Saoudite et Iran notamment, se sont entendus pour limiter leur production. Les détails avec Raphaël Vivant. On prit tout le monde de court. À Alger, les 14 pays de l'OPEP se sont mis d'accord. Une première depuis 8 ans. Nous sommes arrivés à trouver un terrain d'entente qui est de limiter la production de pétrole entre 32,5 et 33 millions de barils par jour.
soit une réduction de la production d'environ 700 000 barils de pétrole par jour. Pourtant, la veille, l'Arabie saoudite et l'Iran, les deux grands rivaux économiques du Moyen-Orient, affichaient encore leur division. Aucun ne voulait baisser sa production si l'autre ne s'y engageait pas également. Mais pour ces deux pays exportateurs, l'accord est une réelle nécessité. Depuis 2 ans, le prix du baril s'est effondré, passant de plus de $100 en 2014 à seulement 48 aujourd'hui. L'une des causes principales, une production largement excédentaire. Les modalités d'application de l'accord restent encore assez floues. Elles doivent être définies lors de la prochaine réunion des membres de l'OPEP fin novembre. Malgré tout, l'annonce a déjà eu un effet sur les marchés. Le cours du pétrole a immédiatement remonté. Mahmoud Abbas assistera aux obsèques de Shimon Peres. Il sera un des rares représentants arabes à se recueillir sur la tombe de l'ancien président israélien. A tout de suite. Le président palestinien assistera aux obsèques de Shimon Peres demain. Mahmoud Abbas sera un des rares représentants arabes à participer à ses funérailles. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement doivent faire le déplacement, à l'instar de Bill Clinton qui s'est recueilli cet après-midi sur le cercueil de l'ancien président israélien. Les deux hommes étaient proches. À presque 91 ans, Shimon Peres se retire de la vie politique. Passage de relais avec son successeur à la tête de l'État d'Israël. Et dernier message en forme de testament politique. Je n'abandonnerai pas mon droit à servir mon peuple et mon pays. Et je continuerai d'aider à sa construction avec la profonde conviction qu'un jour, il connaîtra la sécurité et la paix. Né en Pologne en 1923, Shimon Persky émigre avec ses parents à Tel Aviv à l'âge de 11 ans. En 1947, il s'engage dans la Haganah, une organisation clandestine qui contribuera à la création d'Israël. À 29 ans, il devient directeur général du ministère de la Défense, puis il lance avec l'aide de la France le programme nucléaire israélien. Shimon Peres occupera ensuite la scène politique pendant des décennies. Ministre de différents portefeuilles, 3 fois Premier ministre, il soutient les premières implantations de colonies juives en Cisjordanie dans les années 70. Peu favorable à tout compromis avec les pays arabes, Shimon Peres révise son jugement en 1977, après la visite historique à Jérusalem d'Anwar al-Sadat, le président égyptien. 2 ans plus tard, le premier traité de paix arabo-israélien est signé. 1993, l'instant est historique. C'est le début des négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens. L'année suivante, Shimon Peres partage le prix Nobel de la paix avec le dirigeant palestinien Yasser Arafat et le premier ministre israélien de l'époque, Yitzhak Rabin. Mais 10 ans plus tard, le processus de paix piétine. Shimon Peres fête alors ses 80 ans entouré de Bill Clinton, Mikhail Gorbatchev et du premier ministre Ariel Sharon. Je veux dire à tous mes amis qui ont fait l'effort de venir que tous ensemble nous pouvons faire renaître l'espoir de la paix. Ariel, cette paix est peut-être bien plus proche que ce que tu l'imagines. Le 13 juin 2007, après plusieurs revers électoraux, Shimon Peres est finalement élu président de l'État d'Israël. Ce n'est pas un secret, j'ai beaucoup de doutes concernant cette fonction. Je ne suis plus un jeune membre du Parlement israélien. J'ai déjà occupé tous les postes clés du gouvernement et connu quelques échecs, mais aussi des succès qui ont été, je l'espère, une contribution positive pour le bien-être et la sécurité de l'État. Shimon Peres dépasse sa fonction purement protocolaire pour promouvoir la paix et rencontrer de nombreux chefs d'État. En 2008, il invite Mahmoud Abbas dans son palais présidentiel, une première pour un président de l'autorité palestinienne. Les deux hommes se retrouveront d'ailleurs 6 ans plus tard dans les jardins du Vatican, le temps d'une prière pour la paix, à l'invitation du pape François. Amnesty International accuse Khartoum de crimes de guerre au Darfour. Le gouvernement soudanais aurait commis plusieurs attaques chimiques depuis le mois de janvier. Nabia Marloufi. Comme ce nourrisson, des centaines d'autres blessés présentent les mêmes symptômes. Des cloques sur une large partie du corps et des lésions pulmonaires.
La preuve matérielle, selon Amnesty International, de l'usage d'armes chimiques par l'armée soudanaise dans la région du Jebel Mara ou Darfour. L'ONG dit s'être appuyée sur des images satellites et des témoignages. Toutes les preuves collectées par Amnesty International ont été confiées à des experts. Ils ont examiné ces preuves et ont confirmé l'utilisation d'agents chimiques. Il est très probable qu'ils aient utilisé du gaz vésicant, de l'hypérite ou du gaz moutarde. Interdit à tout regard étranger, le massif montagneux du Jebel Mara est bouclé par les autorités soudanaises. Depuis janvier dernier, l'armée y mène une vaste offensive contre la rébellion. Selon Amnesty International, plus de 200 personnes ont été tuées dans l'attaque de leur village. En 2004, le monde entier avait les yeux rivés sur cette région du monde. Depuis, les projecteurs se sont éteints, mais la guerre continue. La seule différence entre 2004 et ce qui se passe au Darfour aujourd'hui, c'est que le monde a cessé de regarder. Les abus du gouvernement sont aussi terribles qu'ils l'étaient en 2004. La communauté internationale doit s'engager au Soudan, un engagement à la hauteur de cette crise. L'ONG espère aujourd'hui voir les Nations Unies mener leur propre enquête. L'escalade pourrait mener à l'affrontement entre les deux voisins ennemis. L'Inde a mené des frappes chirurgicales le long de sa frontière avec le Pakistan. Bilan, au moins 2 soldats pakistanais tués. Islamabad dénonce une agression. New Delhi assure au contraire avoir anticipé des attaques terroristes sur son territoire. Le dernier accrochage entre les deux pays remonte à septembre. 18 soldats indiens avaient été tués dans l'attaque de la base militaire indienne d'Uri au Cachemire. On passe à cette vague de démissions collectives en Espagne. 17 membres de la direction du Parti socialiste ont jeté l'éponge. Objectif, forcer le départ de leur secrétaire général Pedro Sánchez. Kim Von-Dien nous en dit plus. À son poste depuis quelques mois à peine, mais toujours en accord avec sa feuille de route. Le président de la Catalogne entend bien tout faire pour aller vers l'indépendance de sa région. Nous tenterons d'obtenir l'accord de Madrid, mais en l'absence de réponse positive, nous serons prêts pour la dernière étape, déclarer l'indépendance de la Catalogne et tenir un référendum à la mi-septembre de l'année prochaine. En 2015, les Catalans avaient pour la première fois obtenu la majorité absolue au Parlement régional, mais avec 47,8% des voix seulement. Dans la rue, ils étaient plusieurs centaines de milliers le 11 septembre dernier à manifester pour l'indépendance de la Catalogne. Si Mariano Rajoy, le chef du gouvernement sortant, refuse l'option d'un passage en force, les dirigeants catalans n'ont pas grand monde avec qui négocier. Le pays est sans nouveau gouvernement depuis 9 mois maintenant. Le commerce international du pangolin est désormais interdit. Ce mammifère qui a inspiré Pokémon est très prisé des gourmets chinois. Olivia Schmoll. Il mesure 1,40 m de long, pèse 20 kg, se nourrit principalement de fourmis et se roule en boule quand il est menacé. Cet animal, c'est le pangolin. Il vient d'être inscrit sur la liste des espèces menacées. Plus d'1 million de pangolins ont fait l'objet de trafic au cours des 10 dernières années. Ce que cela signifie, c'est que les pangolins vont recevoir une protection totale contre le trafic international. Les espèces ont été décimées par le trafic pour leurs écailles et pour leur viande, mais maintenant ils vont bénéficier de protection. À partir d'aujourd'hui, tout commerce de pangolins est illégal. Des écailles aux vertus thérapeutiques, une chair délicate, des os et des organes prisés des gourmets chinois et vietnamiens. Certains restaurants peuvent dépenser jusqu'à 1 700 € pour pouvoir proposer un pangolin sur leur carte. Les pangolins d'Asie, mais aussi d'Afrique, sont concernés par ce nouveau statut. Ici en Ouganda, le braconnage a atteint un niveau sans précédent. En 8 ans de service, ce garde forestier n'a aperçu un pangolin qu'une seule fois. Le terrier est actif, mais je n'en vois pas à l'intérieur. Le trou est plus profond, ça ressemble à un terrier actif. Le pangolin rejoint notamment l'éléphant et le rhinocéros sur la liste des 5600 espèces animales protégées de la surexploitation et du trafic. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. C'était une décision attendue. Samir Mokbel a annoncé le report du départ à la retraite de Jean Kawaji. Le mandat du commandant en chef de l'armée
expire demain et sera donc prorogé pour une durée illimitée. En Syrie, la diplomatie impuissante face au carnage, la Russie assure qu'elle poursuivra ses opérations militaires. L'ONU qualifie de crimes de guerre les frappes sur les 2 derniers hôpitaux d'Alep. Accord historique à Alger, à la surprise générale, les pays de l'OPEP s'entendent pour limiter leur production. L'objectif est de soutenir les prix du pétrole en chute depuis 2014. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth.